Merci pour cette invitation à présenter à la fois la recherche en sciences sociales sur la notion du non-recours et puis c'est une opportunité pour moi et pour vous d'entrevoir des prémices de résultats d'une expérimentation en cours. Qu'est-ce que ça veut dire une expérimentation sociale nationale qui se déploie sur le territoire d'abord du Grand Nancy et qui va ensuite s'essaimer sur le territoire départemental de la Meurthe-et-Moselle. Et qu'est-ce que ça veut dire d'expérimenter une lutte contre le non-recours au droit? Je vais avoir trois temps, trois moments de conférence, être d'abord dans un prémisse, ou en tout cas d'être en vocabulaire commun, c'est qu'est-ce qu'on entend par non-recours et qu'est-ce qu'on entend par lutte contre le non-recours, à l'image de ces territoires qui ont commencé à démarrer à la fin 2023, début 2024. Et puis, dans un second temps, c'est de se dire, mais bah, ok, on comprend que l'accès au droit est une thématique forte depuis un certain nombre d'années, que c'est un phénomène important, un phénomène d'ampleur, et donc on met les moyens financiers, humains pour lutter contre ce phénomène de fragilité sociale, de vulnérabilité sociale. Et en même temps, bah, il y a des phénomènes en parallèle finalement, alors traversés par les politiques sociales et par des phénomènes sociaux, par la progression de la pauvreté, qui vont en fait percuter l'ambition de ces TZNR et d'en prendre conscience collectivement, de se dire que bah, y a un contexte social, politique, économique, macroéconomique, qui vont peut-être freiner aussi les ambitions de ces dispositifs expérimentaux. Et d'entrevoir dans quelle mesure bah, il faut compléter en fait cette palette d'outils de lutte contre la précarité, l'exclusion sociale de tout un tas de publics. Et puis donc dans un troisième temps d'avoir donc euh, vous êtes vraiment les premiers à entrevoir d'un point de vue de transparence des résultats, hein. L'expérimentation est au long cours, il y a une évaluation nationale de l'ensemble des territoires et puis aussi une évaluation locale de cette expérimentation en Meurthe-et-Moselle. Et donc, c'est là de vous donner les prémices hein, de qu'est-ce qu'on peut sentir au bout de 2 années d'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui peut fonctionner et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui reste à faire en Meurthe-et-Moselle, et puis ensuite de compléter avec aussi de qu'est-ce qui se passe sur les autres territoires en fin d'intervention. J'espère que ça vous va en termes de trame narrative, de plan pour cette présentation. Du coup, schématiquement, qu'est-ce qu'on entend par non-recours, par frein d'accès au droit? Bah, le point de départ, c'est de se dire que normalement, bon, d'un point de vue économique ou social, on sait qu'il y a des ressources de la protection sociale multiples, protéiformes, des dispositifs, des aides monétaires, il y a même de l'accompagnement social. Bah, vous êtes aussi des ressources humaines a priori parmi le public, hein, des personnes qui aident ou qui accompagnent des personnes en situation de vulnérabilité et de précarité, et puis des outils matériels, des locaux, normalement, enfin un bureau, un ordinateur pour faire protection sociale collective. Voilà. Et puis, bah, ces ressources de la protection sociale, elles sont créées, elles sont offertes, en tout cas, elles sont conditionnées avec une règle, souvent nationale, et puis ensuite parfois locale, par des producteurs ou des administrateurs. Bon, les producteurs auxquels on pense essentiellement, c'est la loi, puis ensuite, ça va être les conseils départementaux qui vont animer l'action sociale au plutôt en tête de file, hein, mais aussi les intercommunalités, les municipalités avec les CCAS, et puis ensuite le secteur associatif et aussi producteur, administrateur d'un certain nombre de ressources de la protection sociale. Et puis, bah, il y a plusieurs typologies de la protection sociale, sans faire toute l'histoire de la protection sociale, mais bon, souvent en France, on a tendance à dire que les ressources de la protection sociale sont universelles. Bon, après, il y a quand même un certain nombre
dispositions, de dispositifs qui font qu'il y a des règles d'entrée, en tout cas des conditions d'éligibilité à l'entrée d'un certain nombre de ressources. On peut penser aux conditions d'éligibilité à l'assurance maladie. Il faut cotiser, les ayants droit doivent avoir un référent pour ensuite pouvoir prétendre à une sécurité sociale de santé. L'assurance chômage, pareil, il faut cotiser pour pouvoir prétendre à un droit. Le RSA, c'est pareil, il y a des critères d'éligibilité en termes d'âge, de lieu de... Le RSA, le revenu de solidarité active, désolé, j'utilise peut-être trop souvent les acronymes, le RSA, revenu de solidarité active, conditions d'éligibilité en termes d'âge, de conditions de durée de séjour sur le territoire pour les non-résidents français, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu le schéma typique. Hein. J'essaye d'être assez stéréotypant pour essayer d'englober un certain nombre d'outils différents de la protection sociale, et puis de se dire que, bon, bah, on a quand même des conditions d'accès et d'éligibilité, on a une offre, et puis, d'une certaine manière, il y a une demande. On s'adresse à des besoins sociaux aussi. Et puis, comment on illustre le non-recours? C'est que il y a des conditions d'accès à un droit, on sait qu'il y a des bénéficiaires de ces ressources parce qu'ils utilisent ou ils ont accès à un droit, qu'il s'agisse d'un droit monétaire ou un droit d'accompagnement à la résolution d'un certain nombre de difficultés. Et puis, malgré le fait qu'on peut visibiliser ces droits et ces aides, on sait qu'il y a une partie de la population qui peut prétendre un dispositif, un droit, une aide, une action, mais qui, pour tout un tas de raisons, n'en bénéficie pas. D'accord ? Les conditions, ou en tout cas la définition du non-recours ou du frein à l'accès au droit, ce sont bien des personnes qui rentrent dans le champ d'accès parce qu'ils ont l'âge, parce qu'ils ont cotisé, parce que on identifie une situation de difficulté, mais pour tout un tas de raisons, n'en bénéficient pas. Et la difficulté, c'est d'estimer la quantité de personnes qui n'en bénéficient pas. Est-ce que oui ou non ce phénomène existe? Et si oui, pour combien de personnes ça représente ce phénomène? Et puis, vraisemblablement, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce que oui, il y a du non-recours. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne bénéficient pas, pourtant ils peuvent y prétendre. Et donc c'est de se dire que dans la chronologie de l'histoire de la protection sociale, c'est de se dire que y a des trous dans la raquette, il y a des personnes qui peuvent prétendre un droit qui n'en bénéficient pas. Donc comment on fait collectivement pour résoudre cette difficulté systémique, d'accord? Et donc, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le législateur a décidé de donner les moyens à un certain nombre de collectivités territoriales pour fournir des ressources d'abord monétaires, puis ensuite de se dire quels dispositifs au concret on met en œuvre pour essayer. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que cette surface de bénéficiaires grignote le plus possible la surface de non-bénéficiaires, d'accord? De réduire la proportion de personnes qui ne bénéficient pas d'un droit alors qu'elles peuvent y prétendre compte tenu des règles d'éligibilité, d'accord? Et de préciser qu'aujourd'hui, ces territoires zéro non-recours n'ont que ce seul objectif. On pourra tirer le fil de l'ensemble des objectifs, mais l'enjeu, c'est d'étendre cette proportion de bénéficiaires, moins d'être en capacité de modifier les conditions d'accès ou d'éligibilité. D'accord? Et après, ça questionne aussi l'ambition aussi de ces territoires, d'accord? Dans le sens où, là, on n'est pas dans un enjeu tout de suite d'universaliser la protection sociale, par exemple, si on prend l'exemple du RSA, de passer d'une limite d'âge de 25 ans pour une personne seule à 18 ans, d'accord? Là, c'est pas l'enjeu. On ne modifie pas le droit social. On a une action pour juste, entre guillemets, juste, faire rentrer dans le droit des personnes qui sont euh, euh, globalement éloignées. Et du coup, de démontrer ou de vous faire voir, entrevoir dans quelle mesure le non-recours, c'est quelque chose de mineur, d'accord, des personnes marginalisées, et de se dire, finalement, c'est pas très grave, c'est quelques personnes, un fragment de la population des éligibles. Et second élément,
dans quelle mesure, même si c'est très important le non-recours, de se dire que c'est peut-être une personne sur deux, oui, mais c'est une personne sur deux, cette moitié de non-recourant, c'est pour des faibles montants, c'est pour, par exemple, le RSA, seulement 10 euros par mois, d'accord? Et ensuite se dire, bah, c'est pas très grave d'un point de vue financier. J'utilise souvent l'ironie, d'accord? Vous inquiétez pas, ça fait partie de ma façon d'exposer les choses. Donc évidemment, c'est très très grave quand même le non-recours, qu'on soit collectivement d'accord sur ce point. Et donc je vous mets ici, donc c'est la synthèse de tous les travaux en France qui ont essayé de quantifier le non-recours, parce que c'est quand même relativement difficile. Je passerai le détail de la difficulté technique, ça pourrait faire partie des questions que vous pourrez me poser sur comment on fait pour capter les non-recourants parmi une population éligible. C'est extrêmement coûteux d'un point de vue statistique à faire, et donc finalement, il y a très peu de dispositifs pour lesquels on a une connaissance chiffrée de combien ça représente les non-recourants. Vous voyez, donc revenu de solidarité active, l'ASPA, la SPA, c'est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, c'est le minimum vieillesse, c'est le RSA passé 65 ans. La C2S, c'est la contribution solidaire santé, c'est l'ex-CMU, d'accord, qui a une partie contributive et une partie non contributive. Oui. L'ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi, c'est l'allocation chômage. On peut aussi quantifier le non-recours au droit à la retraite. On se dit, comment c'est possible? D'accord? Droit au régime général de la retraite. Et puis ensuite, on a une dernière thématique sur le non-recours aux soins. Ça a une autre... souvent, quand on lit la presse, quand on se documente sur ces thématiques-là, ça a une autre, c'est un autre mot, c'est le renoncement aux soins, ce qui porte aussi des... Enfin, les sens, les mots ont un sens, évidemment. Donc, ça pourrait faire partie des questions qu'on pourra traiter aussi dans la discussion. Et souvent, ce qu'on se dit, c'est que, d'une certaine manière, ici, c'est allocation, si on prend les grandes typologies, non contributives. C'est-à-dire que, faut, entre guillemets, il ne faut pas cotiser pour avoir droit à ces dispositifs-là. C'est les règles d'éligibilité au regard des ressources et puis des compositions familiales et éventuellement l'âge. Ici, c'est plutôt contributif, c'est-à-dire qu'il faut avoir cotisé pour pouvoir prétendre à l'allocation chômage, à l'allocation retraite. Et d'une certaine manière, c'est euh, on va reprendre aussi les typologies du non-recours, mais souvent on se dit, bah, le non-recours, ça existe parce que les personnes ne connaissent pas en fait les droits auxquels ils peuvent prétendre. Bah, là, l'explication de non-connaissance au droit chômage ou non-connaissance à la droit à la retraite, bah, ça pose problème. C'est-à-dire que vraisemblablement, bon, ça peut exister la non-connaissance à l'allocation chômage, mais la non-connaissance au droit à la retraite, ça devient compliqué pour essayer d'avoir cette seule explication. Et du coup, ça fait partie aussi de se dire bah, comment on explique le non-recours, sur lequel je reviendrai juste après. Et puis le dernier élément, c'est cette idée de bah, le non-recours ou le renoncement aux soins. Qu'est-ce que ça signifie renoncer aux soins? Ça veut dire que c'est un problème de demande. Ça veut dire que le non-recours, c'est aussi la responsabilité des individus en termes de vocabulaire. Non-recours ou renoncement, c'est les personnes qui ont le droit à tous ces dispositifs ou à tous ces soutiens à la protection sociale, c'est de la responsabilité des individus. Oui, mais du coup, ça met de côté aussi l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il y a aussi des problèmes d'offre des droits. Et au regard du soin, c'est quoi en fait l'explication du renoncement aux soins? C'est aussi les difficultés de l'offre de soins médicales. Et là, sur cette quantification, c'est plutôt les médecins généralistes. Et en plus de ça, je suis désolé, je biaise un peu les graphiques, mais m'en veuillez pas. Ici, c'est les 10% de non-recours de renoncement aux soins. Il s'agit des ménages les plus modestes de France, les 10% des ménages les plus modestes de France. Donc, parmi les personnes les plus pauvres, les plus précaires de France, vous en avez 10%, donc 10% des 10% qui renoncent aux soins. Bon. Ce qu'on retient de tous ces graphiques, sans rentrer dans le détail, on pourra revenir dessus un peu après, c'est que globalement, premier message, le non-recours,
c'est un phénomène qu'on dit d'ampleur, c'est-à-dire important. Vous voyez ici, si on dresse en moyenne, c'est parmi les éligibles à un droit, vous en avez un tiers qui ne l'a pas. Environ 30%. C'est un peu ça qu'on a en tête. 30% d'éligibles à un droit ne l'a pas. Pour toutes les raisons qu'ensuite on va essayer d'évoquer un petit peu après. Et avec donc de l'hétérogénéité, c'est-à-dire que ce 30%, finalement, c'est plutôt un minorant. C'est-à-dire que pour le minimum vieillesse, c'est même une personne sur deux qui n'a pas le minimum vieillesse, alors qu'elle pourrait y prétendre. Donc c'est un phénomène important, et donc c'est pour ça qu'existent des expérimentations de lutte contre le non-recours, c'est-à-dire de faire baisser le curseur des non-recourants pour augmenter la proportion de recourants pour toutes ces aides, mais qui, du coup là vous voyez, c'est 5, 6 dispositifs nationaux, puis après il y a des dispositifs locaux, territoriaux, à destination de publics en situation de vulnérabilité, pour lesquels on sait, par d'autres travaux plus qualitatifs, que les trous dans la raquette sont très nombreux. Je m'étais dit, est-ce que je mets le graphique ensuite sur le deuxième message, qui est donc pas illustré ici, mais donc si vous vous souvenez, bon, ça peut être des proportions importantes. Oui, mais souvent l'argument c'est, oui, mais c'est pas pour des montants importants. D'accord? C'est de se dire, bon si on a 30% de non-recourants au RSA pour 10 € par mois, c'est pas très grave. Pareil pour l'assurance chômage ou la retraite, si c'est que pour avoir une pension de retraite au régime général de 100 € par mois, est-ce que c'est grave ou pas? En tout cas, c'est des éléments de discours qu'on peut entendre. Bon. Pour un certain nombre de dispositifs, on n'a pas les chiffres parce que voilà, d'un point de vue technique, c'est compliqué pour avoir les données en termes de montant de droits à obtenir. Mais si on reprend le RSA, parce que c'est sur lequel moi j'ai le plus travaillé, donc effectivement à l'adresse, ici, pour les 30%, 34% de non-recourants, en moyenne, c'est un moins perçu de 250 € par mois, d'accord? Rapporté au maximum potentiel pour l'année d'études qui était 2018, c'était 550 € par mois. D'accord? Donc, finalement, c'est la moitié, en moyenne, c'est la moitié des ressources potentielles qui sont non perçues par les éligibles non recourants. Ce qui donc sont des sommes très importantes. Et donc, ici, théoriquement, les personnes qui n'ont pas ces ressources, elles vivent avec zéro, théoriquement. D'accord? Puisque, au moins pour le RSA, c'est le dernier filet de sécurité, et donc social. Et donc, vraisemblablement, elles n'ont pas de ressources monétaires pour assumer leurs dépenses du quotidien. Ce qui pose de réelles questions, ensuite, morales et philosophiques, sur lesquelles je n'engagerai pas d'éléments, sur lesquels moi j'ai pas d'éléments, mais sur lesquels on pourra éventuellement échanger. Enfin, ça fait forcément réagir. Ne vous inquiétez pas, j'adore les schémas, il y aura plein de schémas, mais voilà. Comment on lit cette triangulation du phénomène? D'accord? Il y a eu une grande étude de 2 chercheuses belges qui ont fait une revue de la littérature pour essayer de se dire, ok, si on fait la synthèse de tous les éléments de quantification et de traces du terrain avec des entretiens sociologiques, etc., en Europe et aussi aux États-Unis, quelles sont un petit peu les différentes sources d'explication du non-recours? Pourquoi ça existe? Pourquoi on a 30% d'éligibles qui ne recourent pas ou qui n'ont pas accès à leurs prestations? Et donc finalement, quand on parle de triangulation, c'est qu'il y a 3 sources différentes d'explication du non-recours qui sont, vous voyez, un petit peu interconnectées. En tout cas, vous avez des dimensions qui viennent des individus potentiels bénéficiaires, d'accord? Vous avez des dimensions d'explication qui viennent des organisations, et là je vais peut-être bousculer, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous allez intégrer des organisations du social, qui donc, là on est en train de dire qu'il y a une responsabilité des organisations du social à créer ou alimenter le non-recours.
Et puis, on peut aussi évoquer le fait que dans l'environnement social, les relations sociales qu'ont les gens, à la fois membres des organisations, les individus et puis l'environnement social collectif de la société en général, et puis avec des éléments extérieurs aux organisations et aux individus qui viennent de la loi ou qui viennent de certains rapports de domination dans la société, vont alimenter des explications qui sont ensuite de l'ordre individuel, donc de l'ordre organisationnel du social. D'accord ? Donc, c'est comme ça que l'on entrevoit les explications liées au non-recours, et donc, finalement, il n'y a pas une explication qui domine par rapport aux autres. Et puis ensuite, quand on applique ou quand on plaque ce cadre théorique d'explication non-recours, vous allez ensuite avoir des proportions plutôt individuelles ou plutôt organisationnelles, en fonction aussi du type d'aide ou du type de prestation, du type de droit que l'on va analyser. D'accord ? Et malgré ce cadre théorique, d'accord, c'est de se dire, ça fait consensus, on va dire, dans le champ académique, en tout cas en sciences sociales. Pour l'instant, on achoppe pour se dire, si on prend l'exemple du RSA, aujourd'hui, on sait que c'est 30%, donc le 30%, il est là. On ne sait pas trop encore combien dire, comment quantifier la part individuelle dans l'explication du non-recours, et on ne sait pas non plus dire la part de la proportion organisationnelle dans le non-recours, et on ne sait pas non plus dire la part de l'environnemental. On sait que vraisemblablement les trois vont jouer, mais on ne sait pas non plus dans quelle manière. C'est plus la part organisationnelle qui va jouer, plutôt la part individuelle ou plutôt la part environnementale. Donc ça, c'est un élément important aussi à retenir. En tout cas, toujours en même temps. Et donc, du coup, si on veut essayer de lutter contre le non-recours, les territoires zéro non-recours vont essayer de jouer sur toutes ces dimensions en même temps. Ce qui est aussi ambitieux, c'est-à-dire que en termes de politique publique, souvent on se dit, en tout cas dans les cours de masterant d'économie politique ou d'économie publique, la consigne qu'on leur dit quand ils essayent de réfléchir à une évaluation de politique publique, c'est un instrument, un objectif. Et donc là, on est un peu coincé, c'est la quadrature du cercle avec des triangles. Là, on a d'une certaine manière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectifs pour réduire le non-recours avec un seul outil, les TZNR. Bon. Donc ça, c'est aussi pour se dire, c'est extrêmement ambitieux, et du coup, derrière, ça peut aussi expliquer pourquoi, j'anticipe sur les résultats, certains résultats vont paraître un peu, oui, peut-être un peu faibles. Et juste pour essayer de redéfinir certaines catégories d'explications, qui, a priori, sont assez explicites, mais peut-être il y a besoin aussi d'explicitation. Quand on dit la responsabilité individuelle, ou en tout cas la part individuelle dans l'explication du non-recours, c'est cette idée que on ne connaît pas le droit. On n'a pas eu accès à l'information. Et souvent, c'est la première explication rendue visible pour essayer de se dire, en fait, c'est parce que les personnes, elles ne savent pas. Donc, il faut un outil qui communique de façon importante vers les publics pour leur dire, vous avez le droit. Bon. Deuxième explication, c'est on sait qu'on a le droit, mais on ne le demande pas. Et donc là, ça fait rentrer une autre catégorie du non-recours, de la responsabilité individuelle, c'est par choix, vraiment. Et là, c'est vraiment les économistes qui ont mis ça en avant. Donc, mea culpa pour ma communauté, mais en tout cas, c'est cette idée que on fait un arbitrage, coût-bénéfice, bon, et en fait, ça sert à rien de demander le RSA parce que j'ai autre chose à côté, par exemple. Bon, faut questionner ce présupposé. En tout cas, ça fait rentrer la catégorie du non-recours volontaire. C'est par choix, je ne demande pas cette prestation. Mais du coup, c'est connecté aussi à l'environnement. D'accord ? Pourquoi on ne demande pas le RSA ? Par choix. C'est peut-être parce que derrière, il y a des enjeux de stigmatisation. C'est que l'étiquette ensuite qui est collée à la personne qui bénéficie du RSA
c'est la même étiquette qui était collée aux personnes qui bénéficiaient du RMI, les RMistes, d'accord? Et donc c'est catégorisé pauvre. Je suis pauvre, et donc du coup c'est une violence extrême d'être identifié pauvre au sein de la collectivité, d'accord? Donc c'est pour se dire que la non-demande, le volontariat, c'est pas simplement un choix individuel, il est forcément connecté à l'environnement, d'accord? En tout cas c'est un chemin de connexion que l'on peut illustrer. Et puis, en miroir ou en complémentarité, qu'est-ce qu'on entend par explication organisationnelle? La non-réception, eh bien, c'est passer finalement le fait que les personnes, elles connaissent bien le droit et elles l'ont demandé, d'accord? Le versant demande. Elles ont fait le chemin pour remplir un document CERFA, elles ont rencontré les personnes qui les ont orientées vers les bonnes structures. Et ben, c'est cette idée que les dossiers se perdent. Le chemin du droit est freiné pour tout un tas de raisons, d'accord? Mais finalement, avec le passage à la numérisation d'un certain nombre de procédures administratives, bah, ces freins sont de plus en plus importants, d'accord? Bon, c'est une explication aussi organisationnelle. Et puis, pour un certain nombre de dispositifs, c'est de se dire, ben, parce que la structure organisationnelle fait qu'on compresse la main-d'œuvre, la masse salariale, les personnes qui travaillent dans le social, des reconfigurations dans le champ sanitaire et social, dans le champ associatif, et puis même au niveau des conseils départementaux ou des CCAS ou des CIAS, c'est de se dire que normalement il y a une prérogative pour aller au contact des populations les plus vulnérables, et pour tout un tas de raisons, ces contacts sont rompus, parce qu'il n'y a plus les personnes sur le terrain pour aller chercher d'une certaine manière les personnes qui peuvent prétendre au droit, d'accord? On peut faire entrer une autre catégorie du non-recours qui est celle de la non-proposition. D'accord? C'est cette idée que pour un certain nombre de procédures qui existaient par le passé, on était peut-être plus proche du terrain en termes de prévention, par exemple, de situations de fragilité et de vulnérabilité, mais ces leviers n'existent plus. Et donc, du coup, on brise les chemins d'accès au droit parce que les organisations du social se restructurent. Et puis, on a pu montrer, pour un certain nombre de travaux, le fait de rajouter par couches successives de règles ou de contraintes dans le droit social, euh, le fait que, en prenant l'exemple du RSA, alors, il y a une réforme depuis le 1er janvier 2025 de renforcer la conditionnalité avec euh, la proposition, l'incarnation que les bénéficiaires du RSA, surtout sur le volet emploi, parcours emploi, devaient intégrer des dispositifs d'accompagnement renforcés et notamment en utilisant un levier de plus d'activités, de 15 à 20 heures d'activité par semaine, en plus de ce qu'elles auraient pu déjà entreprendre dans leur quotidien d'accompagnement vers l'emploi. Et rajouter à cela de nouveaux barèmes de sanctions si on ne s'inscrit pas dans ces dispositifs renforcés d'accompagnement, on peut être sanctionné après multiples relances de s'inscrire dans ces chemins. Et donc, renforcer la conditionnalité, renforcer les critères d'accès au droit, peut provoquer du non-recours. Parce que peut engendrer de la stigmatisation, je suis pauvre, je dois m'inscrire dans un processus obligatoire d'accompagnement, on ne me laisse pas tranquille, et qui ensuite peut engendrer une non-demande ou une exclusion du non-recours, de l'accès au droit. D'accord? Voilà. Voilà un peu l'état des lieux d'explication du phénomène qui est donc multiple. Et donc, si on essaye d'inscrire les TZNR dans ce cadre théorique, les TZNR qui les portent, je l'ai expliqué, évoqué, ce sont plutôt des collectivités territoriales, les services sociaux des collectivités territoriales, des conseils départementaux, des communes ou des intercommunalités,
et qui donc sont plutôt du côté organisationnel. C'est elles qui organisent la répartition des ressources pour l'action sociale, et qui donc saisissent du fait que vraisemblablement il y a quelque chose d'un point de vue organisationnel qui ne fonctionne pas puisque nos publics ne viennent plus à notre rencontre, et que par ailleurs, dans notre passé, nos restructurations ont fait que nous avons nous-mêmes provoqué des ruptures d'accès aux droits. Et donc, c'est de se saisir de cette problématique et donc d'envisager des actions plutôt offres et en parallèle d'envisager des actions plutôt du côté demande. Et donc de se dire, bon, il reste quand même un non-recours résiduel lié à la méconnaissance des dispositifs. Faisons des actions visant à promouvoir l'ensemble des outils d'aide. Et aussi de se dire que l'on peut jouer pour un certain nombre de territoires sur reforger une espèce de cohésion sociale. Si on utilise les grands termes de la protection sociale, redonner confiance aussi dans la politique sociale. Et donc de jouer aussi sur le curseur de la stigmatisation de la non-demande volontaire pour dire nous sommes là pour vous aider. Pour les personnes qui sont déjà en connaissance du fait qu'il y a la protection sociale, elle existe. Bon. Du coup, en dernier temps de ce cadrage, c'est de se dire, les TZNR, ils sont dans cet enjeu de... bon, ils se sont engagés sur le volet lutte contre le non-recours, mais du coup, en parallèle de ces expérimentations, et puis une expérimentation c'est ponctuel, une expérimentation c'est localisé, c'est de se dire que du coup il y a des territoires qui ne se saisissent pas non plus de cette question-là. Par définition, on a choisi un certain nombre de territoires, on ne peut pas financer tout le monde, et l'enjeu d'une expérimentation, c'est de tester avant de généraliser. Et là, l'idée, c'est que pendant 3 ans, on a quand même un contexte où il y a un certain nombre de territoires qui ne luttent pas contre le non-recours, ou qui laissent le non-recours, en tout cas qui ne sont pas financés par des fonds publics pour augmenter leur volume d'activité pour lutter contre cela. Bon, mais globalement, si le non-recours perdure, c'est quoi les conséquences? C'est-à-dire que on pourrait complètement se dire, et peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent penser à cela, c'est donc c'est 34%, finalement c'est pas très grave, c'est-à-dire que vous en avez 70% qui en bénéficient des aides, ok, et puis de se dire c'est pour des faibles montants, les gens se débrouillent, c'est le bricolage de la vie. Bon, oui, mais vraisemblablement visibiliser le non-recours, c'est que, par définition, au regard du droit et nos principes suprêmes et en termes de hiérarchie des normes, c'est une rupture contre l'égalité. Une rupture de l'égalité de traitement constitutionnelle. Donc là, il y a un enjeu collectif de se saisir de cette problématique. Donc là, c'est plutôt du champ juridique. Et puis ensuite, c'est de se dire, si on laisse faire le non-recours, c'est d'augmenter finalement la proportion potentielle de personnes qui ne recourent pas. Si on laisse filer, on peut estimer que la partie du non-recours, elle continue aussi d'augmenter par les phénomènes environnementaux, par le fait que si les organisations du social ne se saisissent pas du fait qu'il y a des difficultés d'accès aux droits, elles ne se saisissent pas de cette compétence-là, et donc par définition, c'est potentiellement d'augmenter la partie des non-recourants parmi les éligibles. Donc c'est engendrer l'exclusion sociale. C'est des personnes qui ne sont pas accompagnées ou qui ne sont pas aidées peuvent aussi augmenter leur ressentiment vis-à-vis de la société qui ne les ont pas aidés. Et puis, d'un point de vue peut-être plus pragmatique, oui, ou moins philosophique, mais ça fait partie quand même du débat de poser ces questions-là, le fait d'avoir des personnes exclues de leurs droits sociaux en termes de RSA ou de C2S, c'est-à-dire l'aide à l'accès à une mutuelle complémentaire santé ou le renoncement aux soins, ça engendre un problème de santé publique. D'accord? Donc ce sont des personnes qui développent des pathologies qu'il faut vraisemblablement soigner à un moment donné, mais qu'on soigne à des états de comorbidité plutôt avancés. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est d'un point de vue économique? C'est qu'on baisse les financements vers l'aide et l'accompagnement, mais de l'autre côté, on augmente le soin. Et pour des pathologies graves. Et après, sur des problèmes d'épidémie potentielle.
sans aller jusqu'à cette extrémité, mais ça fait partie de ces difficultés-là aussi. D'accord? Et donc, c'est de se dire que derrière le non-recours, il y a un coût, c'est-à-dire qu'il y a un coût net de ne pas accompagner. Alors, on peut le voir verre à moitié plein, verre à moitié vide, c'est-à-dire que c'est un bénéfice pour la collectivité de ne pas verser une aide. Et pour le RSA, c'est estimé à 3 milliards d'euros non versés. Mais c'est surtout le fait que derrière, vous accumulez les problèmes de financement sur tous les autres versants en termes de santé, etc. Et si on se saisit de cette problématique, si on met les moyens sur la table pour lutter contre le non-recours, c'est-à-dire au regard de ce territoire zéro non-recours, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bon. C'est de se dire, en reprenant un terme assez nouveau en sciences sociales sur les politiques sociales et qui est empreint de santé publique, pour ça fait sens par rapport aux problèmes de santé, c'est l'idée d'un universalisme proportionné, c'est-à-dire que on peut à un moment donné réinscrire, se redire que le droit c'est un droit, il y a des obligations, il y a des droits et des devoirs, mais un droit c'est un droit, et c'est un droit qui peut être universel, mais en fonction des besoins de la population, en fonction des différentes catégories de besoins de la population. En contrepartie, en lutte contre l'exclusion, évidemment. Et puis, peut-être que ça, c'est un argument important, c'est que, au regard des dispositifs pour lesquels on sait qu'il y a du non-recours, l'enjeu aussi derrière, c'est peut-être de tracer des voies d'accès vers le marché du travail pour un certain nombre de personnes qui sont durablement éloignées, et que du coup, on peut envisager des cercles plus vertueux pour les finances publiques, de se dire que si on peut permettre l'accès des personnes à l'emploi, par logique, ces personnes, elles cotisent à de nouveaux droits en termes de protection sociale, de sécurité sociale, et puis elles payent des impôts. Et donc, du coup, ça permet vraisemblablement, alors peut-être pas un jeu à somme nulle, mais peut-être de compléter le financement de la protection sociale, plus important pour lutter contre le non-recours. Ici, c'est positionné géographiquement. Donc là, j'ouvre le dernier temps de cette présentation, avec juste pour illustrer les TZNR, où se situent-ils? Un peu partout, mais pas non plus partout. C'est-à-dire que là, il y a quand même des départements qui ne se sont pas saisis, ou là, se sont saisis. Et après, c'est le jeu aussi d'une réponse à un appel d'offres national, à un appel à manifestation d'intérêt. Peut-être que parmi vous, vous serez amené à co-construire des réponses à appel d'offres dans vos structures respectives. Et donc de se dire qu'il y a quand même des territoires du centre de la France métropolitaine qui ne se sont pas saisis de cette AMI, en tout cas n'ont pas été sélectionnés, mais que quand même il y a des territoires d'outre-mer qui bénéficient de fonds publics pour expérimenter la lutte contre le non-recours. Et donc, du coup, en Meurthe-et-Moselle, c'est le département, le conseil départemental qui porte avec la métropole du Grand Nancy dans un premier temps et ATD Caramonde l'expérimentation de lutte contre le non-recours, de donner des ordres de grandeur. Donc, c'est 18 millions d'euros sur 3 ans, répartis, alors pas de manière égalitaire, mais c'est juste pour se donner des ordres de grandeur, parce qu'après, ça dépend aussi des besoins de chaque territoire en termes de ressources humaines et techniques pour financer les dispositifs. Donc là, vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur par projet sur 3 années. Et donc, ça a démarré fin 2023, septembre-octobre 2023, jusqu'à septembre-octobre 2026. Et puis du coup, en tant que membre du comité national de suivi et d'évaluation, on suit en fait ces 39 territoires, on fait des remontées de terrain, on fait des monographies sociologiques. Il y a aussi un outil de suivi quantitatif pour savoir combien de bénéficiaires, combien de nouveaux bénéficiaires peuvent prétendre à leurs droits, parce que c'est quand même ça l'enjeu, et de se dire que c'est quand même plutôt des territoires urbains, dans un premier temps, qui sont identifiés et sur lesquels on pourra essayer de revenir. Je vais essayer d'aller un peu vite sur cette thématique, mais c'est juste sur ce point pour aller illustrer
le TZNR Meurthe-et-Mosellan, pardon. Euh, bon, du coup, les TZNR, ils s'inscrivent dans une dynamique, c'est-à-dire que soit ils constituent, soit ils reconstituent des chemins d'accès au droit, c'est-à-dire de clarifier quels sont les interlocuteurs, quelles sont les aides dont peuvent bénéficier les personnes pour prétendre à leurs droits. D'accord? Juste de se dire qu'il y a des éléments en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des expérimentations ponctuelles pendant 3 ans avant d'attendre une généralisation potentielle en 2027, sachant qu'on ne sait pas ce qui va devenir des budgets publics, qu'est-ce qui va arriver en 2027, bon. Mais en parallèle, il y a d'autres choses qui essayent de, normalement, en partie, de lutter contre le non-recours. Par exemple, on a souvent mentionné l'idée que on essaye de faire réseau et puis on essaye de mettre un opérateur qui fasse la connexion entre les caisses de sécurité sociale, les CCS quand ils existent, des associations sur des lieux plus ruraux ou plus éloignés des centres sociaux. Et donc, c'est les maisons France Service. L'enjeu de ces opérateurs, c'est plutôt dans des territoires urbains ou périurbains, c'est plutôt en mairie, et donc c'est ouverture libre, qui veut vient, et parce qu'il y a un problème sur son dossier d'impôt, sur son dossier CAF, une personne est là, elle peut être employée de la mairie, ou elle peut être par délégation de service, c'est une autre structure qui s'en occupe, et qui ensuite donne une première une info de premier niveau, et qui ensuite réoriente vers d'autres opérateurs. Et puis, plus récemment, aujourd'hui, en tout cas depuis le 1er mars, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'automaticité des droits sociaux. Alors attention, automaticité relative, c'est-à-dire que la CNAF et les réseaux des CAF pré-remplissent les formulaires CERFA, RSA et primes d'activité. Donc c'est une première étape, mais c'est important de le noter, et qui vise à lutter contre le non-recours. C'est-à-dire que du coup, là, on informe juste les personnes qu'elles peuvent prétendre à un droit. La CAF connaît son fichier d'allocataire, APL, et puis allocation familiale, et qui a un certain nombre d'informations sur les revenus, sur les compositions familiales, disent vous, vous êtes susceptible de bénéficier du RSA, de la prime d'activité, venez nous voir, venez à la CAF, et on fait le bilan de vos ressources pour ensuite finaliser le dossier si vous pouvez y prêter. En, en parallèle, depuis un certain nombre d'années, c'est la numérisation de l'accès des services publics qui est un peu ambivalente. C'est-à-dire que pour des personnes qui sont assez, qui connaissent finalement le remplissage d'un dossier administratif en ligne et qui n'ont pas besoin d'avoir un opérateur au téléphone ou en physique, ça fonctionne bien. Mais pour tout le reste de la population qui n'est pas familière des outils numériques et puis qui peut vivre dans une zone blanche ou qui ne sait pas se servir, qui n'arrive pas à comprendre ce qu'on leur demande d'un point de vue information, c'est aussi ambivalent d'un point de vue d'accès au droit. Puis là, ça fait vraiment peur, mais non, c'est juste de se dire que en parallèle, quand même, bah, il y a des choses un peu bizarres dans la structuration de la politique sociale en France depuis toujours, mais encore plus depuis un certain nombre d'années 2010-2020, avec un certain nombre de réformes connexes à la protection sociale. J'illustre des exemples et je me permets de ne pas aller trop loin, mais du coup ça pourra faire l'objet de discussions, de se dire que on peut démontrer que au regard du cadran théorique de la triangulation du phénomène du non-recours, il y a des structurations en termes de conditionnalité, de stigmatisation, et puis de se dire que ce qui nous attend, c'est quand même une réduction des dotations publiques vers les départements, vers le secteur associatif, qui vont contraindre fortement l'accès aux droits des publics qui sont du coup déjà fragilisés. Et la dernier enjeu que je voudrais visibiliser auprès de vous, c'est que quand on est au contact du terrain, quand on discute avec les opérateurs du social, le conseil départemental, le secteur associatif,
les services municipaux intercommunaux, souvent, ce qui est au détriment, hein, de l'accès au droit, c'est de se dire que bah, l'accès au droit, tout le monde en fait parce que finalement, qu'est-ce que principalement c'est l'accès au droit? C'est remplir les dossiers avec les personnes. Je stéréotype, mais c'est juste pour se donner une image de c'est quoi l'accès au droit. Donc, quand on fait de l'accompagnement social, on aide les personnes à remplir leur dossier. Comment on le fait et on montre comment on fait. Mais personne ne veut s'en charger parce que ça prend du temps et qu'ensuite, bah, ce temps de l'accès au droit, il n'y a pas il n'y a pas un cahier des charges, il n'y a pas un référentiel dans l'activité professionnelle qui correspond à la ligne. J'ai fait de l'accès au droit. En tout cas, il y a très peu aujourd'hui de référentiel d'action sociale chez cette case-là dans les logiciels de gestion. Donc personne ne veut juste s'en charger parce qu'on ne valorise pas financièrement l'accès au droit dans le secteur associatif et dans l'action sociale publique. Donc c'est l'image de on se refile la patate chaude, c'est-à-dire que j'ai pas les ressources humaines pour faire cette activité de remplir les dossiers. Vraiment, je suis très schématique, ça recouvre évidemment plein de potentialités l'accès au droit, mais quand même c'est cette activité-là au concret, travail concret, mais on se refile la patate chaude à un autre service ou à une autre structure par délégation d'activité. Et donc évidemment c'est au détriment de l'accès au droit. Et juste pour donner à voir ce qui nous attend pour le futur, c'est-à-dire anticiper le futur, c'est de donner un petit peu ces trajectoires. Deux premières trajectoires, de se dire que bah, vraisemblablement, l'horizon, c'est que en termes de pauvreté, de taux de pauvreté, c'est-à-dire de proportion de personnes qui vivent en dessous d'un seuil que l'on définit à partir de 60% du revenu médian, je passe les détails techniques, mais les ménages pauvres, combien sont-ils? On en a 14% aujourd'hui, et donc on n'a pas une tendance à la baisse du taux de pauvreté, c'est-à-dire que vraisemblablement, des personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité, bah, ça va gonfler et que vraisemblablement aujourd'hui, bah, il n'y a pas une tendance à entrevoir un outil de lutte globale ou générale. Et que par ailleurs, les opérateurs tête de pont de l'action sociale, les départements, bah, corrélés à cette augmentation de la pauvreté, ça augmente leurs dépenses. Mais l'horizon, c'est quoi? C'est que compte tenu des annonces en haut par rapport au département, l'État, c'est on va réduire les dépenses publiques. Oui, mais du coup, ça veut dire que on fait moins de recrutement, on fait moins d'accompagnement. Comment on fait pour assurer la péréquation des finances publiques globales? Et puis, il y a un autre acteur qu'on peut-être on met de côté, mais du coup, souvent, c'est si l'État, pardon, se réduit ses prérogatives, donc l'État réduit ses prérogatives, par conséquent, les départements réduisent aussi d'un point de vue budgétaire, bah, donc du coup, on refile l'action sociale, la plupart du temps, au secteur associatif. C'est bien aussi de se dire en termes d'ordre de grandeur que si on prend France confondue et tout secteur confondu, et même ça fait double comptage, mais c'est pas grave, 45 milliards d'euros, c'est autant que l'action sociale des départements. Donc c'est pas neutre. Mais du coup, par phénomène de ruissellement, désolé pour les éléments de langage, phénomène de ruissellement, si on réduit les finances publiques, les départements, bah, nécessairement on réduit aussi l'action sociale des associations qui, la plupart du temps, sont quand même liées aux deniers publics. Et dernier élément, donc ça c'est un peu tout frais dans mon analyse, donc je me permets de vous le partager auprès de vous, et donc c'est un peu technique, mais pas tant. Donc, ici, c'est de se dire, bon, on sait qu'il y a des inégalités. Éventuellement, la pauvreté, c'est pas très grave si on se dit qu'il y a beaucoup de pauvres, mais il y a aussi pas mal de riches qui contribuent à lutter contre la pauvreté. Ouais. Et donc, ça, c'est avant redistribution. C'est le pourcentage de personnes avant le fait qu'ils aient pu bénéficier de prestations sociales et qu'il y ait eu des impôts qui ont permis de financer les prestations sociales. Ok. Ce qu'on voit depuis voilà, une dizaine d'années, c'est que, donc globalement, normalement, ce qu'on sait dans la théorie, c'est que les riches donnent aux pauvres. Ok? Oui. Et donc, normalement, ça réduit les inégalités. Donc, normalement, c'est les impôts
finance les prestations sociales. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Donc là, c'est vraiment nouveau. Et peut-être que si je refais bien mes calculs, j'aurai pas le même message, mais quand même, ça semble plutôt robuste à vérifier. C'est que la contribution des transferts sociaux, c'est-à-dire que pour réduire les inégalités, il faut d'un côté augmenter les impôts sur les riches pour verser aux prestations, et éventuellement de l'autre côté, augmenter les prestations sociales. D'accord? Ce qu'on voit, c'est que globalement, les prestations sociales contribuent de moins en moins à réduire les inégalités. D'accord? Ce qui implique que, donc à la fin, si on déroule ce fil, ce qui implique que finalement, on verse de moins en moins d'argent aux personnes en situation de pauvreté et de précarité. D'accord? On comprime l'aide monétaire, mais qu'en parallèle, qu'est-ce qui permet de dire il n'y a pas trop de problèmes d'inégalité en France, c'est que on prélève de plus en plus aux riches et aux catégories intermédiaires, aux classes moyennes. Mais donc du coup, c'est bizarre, c'est-à-dire qu'on a quand même une tendance à l'augmentation des impôts pour réduire les inégalités, ça veut dire que les riches deviennent moins riches, mais ça ne veut pas dire que les pauvres deviennent moins pauvres. D'accord? C'est en gros, les pauvres restent là et les riches diminuent en termes de revenus ou de ressources. Pourquoi? C'est parce que une des explications, c'est où vont les impôts? Ils vont essentiellement pour compenser les dettes, la dette, de l'État, d'accord? C'est pas la seule explication, mais quand même, donc ça veut dire qu'on prélève aux riches, en partie, c'est pas pour financer la protection sociale, c'est pour rembourser les dettes. Dettes bancaires. Bon, c'était juste... voilà. Désolé, c'est très pessimiste comme analyse. Dernier temps, je suis vraiment très long, je suis vraiment désolé. J'ai pas du tout chronométré, quoi, mais c'est pas grave. Alors, dernier temps. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vous présenter donc le territoire zéro non-recours en Meurthe-et-Moselle, et donc sur sa première phase, parce qu'il y a 2 phases dans l'expérimentation, la première phase qui a démarré ici, c'est-à-dire territoire du Grand Nancy nord-est, d'accord, sur 5 communes, Maxéville, Malzéville, Saint-Max et Essé, d'accord, et une partie de Nancy, là, au nord de Nancy, quartier des Trois Moulins. Pourquoi ce territoire? Pardon, des Trois Maisons, excusez-moi, c'est la fin de journée, pardon. Ça va aller. Pourquoi ce territoire? Des quartiers prioritaires de la ville pour lesquels il n'y avait pas d'interlocuteurs, de médiateurs sociaux présents sur ces territoires, des poches de taux de chômage importantes et des poches de taux de pauvreté importantes. Et puis, du coup, une volonté des services sociaux intercommunaux, communaux et puis départementaux d'agir, d'accord, avec une mise en réseau, une action collective d'agir en premier sur ce territoire. Et la particularité, c'est vraiment le seul territoire parmi les 39 qui a fait ça, et donc je vais l'illustrer juste après avec un schéma d'action de ce qui s'est fait au concret, c'est de changer le nom. D'accord, ici c'est l'illustration d'un flyer qui a été distribué auprès des habitants de ces quartiers, de ces territoires, en se disant que territoire zéro non-recours, c'est pas parlant, et aussi pour lutter dans cet enjeu de stigmatisation. Qu'est-ce que ça veut dire le non-recours? C'est-à-dire qu'on n'a pas possibilité de recourir, de faire valoir nos droits particuliers, curieux. Ok. Et donc, avec vous pour vos droits, c'est plus positif. Et comment ce nom a été positionné, visibilisé, construit? Il est aussi construit à l'aide d'une action importante des publics. D'accord, la notion de participation sociale, cette idée qu'on peut faire confiance, on peut utiliser le savoir expérientiel des personnes en situation de vulnérabilité, de fragilité, qui vivent la pauvreté et qui donc sont partie prenante intégrante de l'expérimentation. Et qui ont dit, ça serait bien de pouvoir changer le nom,
faire de la communication pour aller vers les personnes en situation de précarité et de fragilité. Donc les acteurs en présence, les premiers acteurs en présence, au sein desquels a été recruté, parce qu'après il faut quand même être au concret, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui travaillent d'une certaine manière, et que il y a une interlocutrice qui est un petit peu la cheville ouvrière du dispositif, chargée de mission du conseil départemental, qui se charge d'animer l'expérimentation, d'être au contact des élus, des services sociaux, des centres sociaux, de la population, des commerçants, de l'ensemble des acteurs qui peuvent participer de la lutte contre le non-recours. Donc à l'intérieur de ce consortium, il y a une chargée de mission et normalement une travailleuse sociale ou des travailleuses sociales dédiées à rencontrer des personnes pour faire valoir leurs droits. Et puis la particularité de ce territoire par rapport aux autres, c'est que au sein du conseil départemental, il y a un conseil consultatif et qui participe, qui nourrissent les discussions, les réunions et le dispositif, qui co-construisent le dispositif. Souvent, la participation sociale, il y a 3 modes de participation sociale. Il y a consultatif, c'est-à-dire on donne un avis, on peut être écouté, ou parfois pas. Des fois, on a la parole, on peut dire ça serait bien de faire comme ci, comme ça. Et puis ensuite, dernier temps de la participation, très actif, c'est on donne nos idées et ensuite elles sont réalisées au concret du terrain dans nos structures. D'accord? Et puis, il y a, on va dire, le premier niveau, c'est-à-dire vraiment acteur, moteur, euh, avec des ressources humaines importantes. Et puis, vous avez un second niveau, on dit le back-office, d'accord, avec les caisses de sécurité sociale, qui ont aussi des ressources humaines, des équivalents temps plein, qui, avec une ligne dédiée, accès aux droits, peuvent répondre aux sollicitations des travailleurs sociaux si ils rentrent dans le cadre de TZNR. Et puis l'enjeu, c'est aussi de pouvoir suivre. Est-ce que oui ou non, les personnes que l'on a rencontrées dans les actions d'aller vers, vraisemblablement, sont allées au bout du processus? C'est-à-dire que oui, est-ce que oui ou non, ils ont activé leurs droits? Donc il y a nécessité d'avoir les caisses de sécurité sociale, et puis l'enjeu, le cœur ou le réacteur, dans un premier temps, des actions TZNR, c'est d'aller au contact des services sociaux et des centres sociaux de ces 6 communes. En plus de ça, d'aller vers les acteurs caritatifs, associatifs, et puis aussi se mailler avec les bailleurs sociaux, et puis d'autres acteurs du social. Et l'action principale, c'est donc de se dire, une fois que on a eu un vocabulaire commun, on a un objectif commun, et vous voyez quand même l'ensemble des acteurs qu'il faut pour un territoire zéro non-recours sur un périmètre qui est quand même relativement restreint dans un premier temps. Qu'est-ce que l'on fait? C'est un aller vers, une formule d'aller vers, positionné d'abord sur des places de marché et en binôme, c'est-à-dire citoyens ou personnes en situation de pauvreté, qui pouvaient aussi faire partie d'ATD Carmonde en tant que militants, d'accord, dans le vocabulaire de l'association, avec des travailleurs sociaux au contact de la population, chaque mercredi de janvier 24 jusqu'à très peu, jusqu'à il y a très peu, d'être physiquement présent, de dire nous sommes là, les institutions sont présentes pour répondre à vos potentielles demandes, et ensuite de prendre des rendez-vous pour faire un bilan à 360 degrés, c'est-à-dire faire un bilan d'évaluation des droits de ces personnes rencontrées. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on peut dire à l'issue de cette présentation très schématique de ce qui se joue et de ce qui s'est joué sur le TZNR de la Meurthe-et-Moselle? C'est que déjà, le jeu d'acteur est important. D'accord? Et puis, si on fait des éléments de comparaison, c'est cette idée
en termes de hiérarchie, il n'y a pas une hiérarchie de ma part, mais c'est bien de aussi révéler que on met un curseur important sur la participation sociale. C'est le vocabulaire théorique, c'est de dire que, donc je l'ai évoqué, c'est les personnes en situation de précarité sont présentes, agissent et co-construisent les dispositifs d'aller vers. Alors, est-ce que c'est une nouveauté ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est de mettre un curseur important. Et du coup, ça enrichit aussi les discussions et ça peut aussi brutaliser d'une certaine manière les pratiques professionnelles, l'habitus professionnel des travailleurs sociaux de se dire, ben, est-ce qu'on est en capacité de faire confiance à ce discours? Qu'est-ce qu'ils disent aussi de nos métiers, de nos pratiques? Donc, en tout cas, c'est le parti pris de cette expérimentation. Et peut-être qu'en termes de généralisation, c'est un message à porter. Donc, c'est pas à moi de le porter, mais en tout cas, c'est de le visibiliser ici sur ce territoire. Et puis, ce qui est à noter aussi, c'est l'impulsion, une, une démarche forte des élus, souvent, alors souvent non, c'est parfois mis à côté des politiques sociales, c'est-à-dire que c'est plutôt l'enjeu administratif qui crée, qui noue les dispositifs, et là c'est de se dire que les élus prennent part aussi à la discussion de façon importante, ils passent simplement informés, mais ils orientent aussi, flèchent la pertinence des dispositifs. Et puis les travailleurs sociaux sont intégrés évidemment dans les dispositifs et en tout cas pour l'enjeu pour le territoire Meurthe-et-Moselle, ça a pu réellement causer des frictions au démarrage et qui a pu envisager aussi un potentiel basculement vers on ne fait pas parce que les travailleurs sociaux n'étaient pas convaincus de la pertinence d'aller vers plus de renforcement de l'accès aux droits. En tout cas, c'est de se dire que dans une confrontation avec l'habitus professionnel, ça peut faire des perturbations importantes. Et c'est de se dire, bah, dans cette dynamique, un TZNR, une expérimentation, on crée un chemin de droit. Mais il y a toutes les autres personnes. D'accord? C'est de se dire que, ben, potentiellement, c'est de donner des passe-droits à un certain type de public qui peut refléter des réels conflits éthiques, déontologiques. Alors, créer d'autres chemins et, d'une certaine manière, ralentir la file d'attente pour les personnes qui peuvent aussi, qui doivent bénéficier de leurs droits. C'est ça aussi l'expérimentation. C'est on dévie un petit peu du droit sans vraiment en dévier, et donc voilà, ça peut créer des conflits organisationnels. D'accord? Un point important, mais ça fait sens au regard vraisemblablement du schéma, c'est des organisations qui peut-être ne se parlaient pas ou moins par le passé, se parlent ou se reparlent et font réseau. Et là, c'est vraisemblablement un véritable réseau organisé et qui fonctionne avec des outils intéressants. Et puis donc j'ai évoqué qu'il y avait 2 temps dans l'expérimentation, c'est-à-dire que donc le premier temps sur le premier territoire, ben, il continue avec d'autres modalités, avec un renforcement vers les bailleurs sociaux, notamment sur les pas d'immeubles, en tout cas de dire qu'on existe via les médiateurs sociaux des bailleurs. Bon, c'est un outil d'aller vers. Mais donc ça continue sur le territoire du Grand Nancy. Et en parallèle, c'était un enjeu du conseil départemental de se dire que on ne fait pas simplement ça. Et pourquoi sélectionnez-nous et donnez-nous des sous quand ils ont fait leur candidature, c'est que on va étendre, on va micro-généraliser à l'échelle du département ce que l'on fait à l'échelle donc du territoire du Grand Nancy. Et donc, au fin 24, début d'année 2025, c'est un appel au territoire, aux collectivités territoriales de Meurthe-et-Moselle de se dire, ben, on va vous donner des sous pour faire partie de TZNR. Pas simplement Nancy, on met la loupe sur le Grand Nancy, non, on va étendre le dispositif à d'autres territoires qui veulent se saisir de cette expérimentation. Et donc, trois territoires avec différentes caractéristiques, plutôt rurales ou plutôt périurbaines, avec des intercommunalités ou juste 2 communes qui se lancent, d'accord, juste en illustrant où ça se situe, et qui donc démarrent ou qui ont démarré, voilà, la deuxième temps de l'expérimentation en Meurthe-et-Moselle, avec du coup d'autres schémas d'intervention, d'autres opérateurs. On garde un petit peu le décor initial, c'est-à-dire
On sait qu'on peut s'appuyer sur l'expérience d'ATD, le conseil départemental, avec une chargée de mission, une travailleuse sociale, un travailleur social qui existe et qui est là, et puis le maillage des caisses de sécurité sociale, mais de se dire que là, sur les 3 nouveaux territoires, peut-être qu'on fera différemment, une structuration différente de l'allée vert. Et pour conclure, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? C'est quoi les effets? Est-ce que ça répond aux promesses de lutte contre le non-recours? D'un point de vue quantitatif, aujourd'hui, pour être très transparent, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes pour lesquelles les droits ont été activés. D'accord? Les démarches d'aller vers, pour être très transparent, et je ne trahis pas de résultats qui... Enfin, ne diffusez pas rien dans la presse, hein, mais c'est des résultats qui sont transmis en session d'élus. Je ne trahis pas à ça, hein, enfin, voilà. Et puis j'ai des sécurités derrière. Pardon. Alors, pourquoi c'est relativement réduit? Je donne pas d'ordre de grandeur, mais c'est voilà, il n'y a pas eu beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes rencontrées. Bon, bah, il y a quand même des sources d'explication. C'est que au moins sur l'illustration de l'allée vert sur un marché, bah, c'est une certaine partie de la population qui est sur un marché, qui fait entre guillemets, qui fait ses courses sur un marché. Plutôt une frange de la population plutôt âgée. Ce qui signifie qu'il y a plutôt des jeunes qu'on ne rencontre pas et qui potentiellement sont aussi les plus à risque d'être en non-recours. Bon. C'est une certaine forme d'explication de la dimension quantitative. Mais il ne faut pas non plus nier que pendant cette première année et demie d'expérimentation, il y a quand même eu un coût d'entrée relativement important de mise en musique, même si tout le monde était d'accord au démarrage, il faut quand même être tous d'accord sur au concret comment on fait. Et donc, ouvrir des heures pour ces marchés, comment on le fait au concret, avec quel matériel, quelles personnes, les binômes, comment ils se constituent, au niveau des CAF et des caisses, les numéros de téléphone, les adresses mail, et puis il y a pu y avoir des bugs aussi. Bon, bref. Donc, c'est l'expérimentation qui veut que là, on est en phase de fin de rodage d'une certaine manière, avec des illustrations quand même positives, et de se dire que c'est le test. Et on teste des choses et on voit comment l'ampleur ensuite de la finalité de ces dispositifs. Et donc après de se dire que peut-être il y a quand même des appropriations hétérogènes en fonction aussi des acteurs qui démarrent à plusieurs vitesses. Voilà. Et d'une certaine manière, pourquoi il n'y a pas tant d'effets quantitatifs? C'est que derrière, au regard de notre cadre théorique, et puis de se dire que quand on a 34% de non-recours, bah c'est un chiffre national. Et en fait, on n'en sait rien du non-recours en Meurthe-et-Moselle. Et un message peut-être d'espoir, même s'il y a beaucoup de pauvreté en Meurthe-et-Moselle, c'est que bah, peut-être que le taux de couverture au droit, il est plus élevé que dans d'autres territoires. C'est-à-dire que le 34% est une moyenne. On peut imaginer que à Paris, le taux de non-recours est de 50%, 60%, et qu'en Meurthe-et-Moselle, le taux de non-recours soit de 10%. Et que finalement, le faible nombre de personnes qui sont rencontrées, pour lesquelles on estime qu'il y a un faible accès au droit, bah, c'est la partie résiduelle de non-recours, qui est peut-être faible, on n'en sait rien. Et c'est un enjeu aussi d'un point de vue recherche de se dire bah, combien il y a de non-recours en Meurthe-et-Moselle. Parce qu'en fait, on n'en sait pas. Voilà. Et qui, du coup, bah, ça pose aussi la question de bah, pourquoi il y aurait juste une faible partie résiduelle. Bah, peut-être que c'est qu'une dimension organisationnelle. Et donc, du coup, l'expérimentation va réduire à néant le 10% de non-recours en Meurthe-et-Moselle, qui est juste lié au point organisationnel. Et peut-être que c'est qu'une dimension non-demande, mais non pas non-demande, mais méconnaissance. Bon, bah, c'est pareil. Diffuser l'information, ça va réduire à néant le non-recours, ce qui sera super. Et pourquoi je peux dire que véritablement, pas véritablement, mais probablement le taux de non-recours est faible en Meurthe-et-Moselle. C'est qu'il y a une histoire sociale importante dans ce département.
et que les acteurs sont d'ores et déjà en réseau. C'est pas quelque chose de révolutionnaire de mettre en réseau les acteurs dans ce département. Et que ça, c'est plutôt une source d'espoir. C'est-à-dire que si on parle d'une situation très faible de non-recours, bon bah, là, on s'est juste mis les moyens pour se parler, se reparler, et donc on va créer les bons outils à venir pour avoir 0,0,0 non-recours en Meurthe-et-Moselle. Je suis vraiment désolé pour le temps, mais merci pour votre attention. Du coup, on va changer.